Bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour cette table ronde organisée par la Tribune et le FID. Avant de commencer, je vous rappelle que le FID, donc le Forum étudiant pour un avenir durable, aura lieu en mars prochain. C'est l'occasion de trouver un stage pour certains ou juste de discuter avec des ingénieurs engagés dans la transition écologique. Et ça aura lieu juste dans le hall au-dessus de nous. Donc pour commencer, je vais laisser nos invités se présenter chacun. On va commencer par vous, Madame Guivarch. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc Céline Guivarch, moi je suis ingénieure et directrice de recherche à l'école des ponts et chaussées dans un labo qui s'appelle le CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Mes recherches elles portent sur le changement climatique, sur des questions économiques, avec des approches très interdisciplinaires, et je travaille à la fois finalement sur les impacts du changement climatique et leur traduction en termes économiques et sociaux, et sur les trajectoires et les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation de leurs implications économiques et sociales. Je suis membre du Haut Conseil pour le climat, qui est une institution qui évalue et donne des recommandations sur les politiques publiques climatiques françaises. Et j'ai été et je vais être autrice du précédent rapport du GIEC et du prochain rapport du GIEC dans des chapitres qui traitent d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et beaucoup de scénarios finalement et de projections. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais je suis également chercheur, enfin jeune chercheur en fin de doctorat en sciences politiques à Sciences Po, et aussi chercheur à la RT School, qui est un peu l'équivalent de Sciences Po en Allemagne, dans un centre qui travaille rural, donc hors des grands centres-villes. Donc ça veut dire explorer les motifs du mécontentement, mais aussi essayer de créer, de comprendre comment on peut créer un avenir désirable, une transition écologique désirable. Et récemment, je me suis beaucoup exprimé sur la question du backlash écologique. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'opposition qu'il y a actuellement à la transition écologique. Voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Célie Carassi, je suis chargée de plaidoyer dans une ONG qui s'appelle Quota Climat et qui œuvre à améliorer la couverture médiatique des enjeux environnementaux et plus récemment à lutter contre la désinformation climatique. Et j'excuse mon collègue Jean Sauvignon qui devait être là ce soir et qui a un empêchement et qui lui est diplômé de Polytechnique et qui est notre Head of Data. Voilà, donc j'espère pouvoir répondre quand même à vos questions. Du coup, pour commencer, je vous entendais parler de la COP juste avant, et c'est marrant parce que c'était justement notre première ouverture. Et étant donné qu'il y a eu cette COP justement au Brésil, j'ai vu que ça faisait un peu débat. La semaine dernière, quels enseignements on peut tirer de cet événement brièvement? Est-ce qu'on peut encore compter sur les COP, puisqu'on voit que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se fait à chaque fois? Bon, on va peut-être commencer par dire qu'on n'attendait pas forcément énormément de cette COP et on a quand même réussi à être déçus. Mais bon, il y a un texte qui est assez creux, où il n'y a pas énormément d'avancées. Il y a eu pendant les négociations, à un moment donné, une montée sur la question de la sortie des énergies fossiles, par exemple, et puis bon, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout dans les négociations. Bon, voilà, on est quand même dans un contexte où le multilatéralisme marque le pas, où dans beaucoup de pays du monde, y compris en Europe, les questions climatiques ont du mal à avancer. Et donc, voilà. Par ailleurs, il ne faut pas non plus attendre des COP qu'elles résolvent les solutions. Les pays, ils viennent là avec ce qui est possible à faire chez eux, avec leurs contextes nationaux. Ils ont et c'est presque plus dans les pays et entre les COP que les choses avancent. Les COP, elles entérinent où on en est, plus qu'elles ne révolutionnent complètement l'état des choses. Voilà.
Oui, je suis pas expert des COP, mais la conclusion que j'en tire de cette COP, c'est malgré tout, dans le contexte actuel, c'est intéressant de voir que des pays peuvent continuer à se réunir. Il faut quand même être un tout petit peu optimiste sur le fait que dans un contexte où on est quasiment en guerre, en guerre commerciale avec la moitié du monde, on a beaucoup de pays ennemis qui se détestent et qui réussissent quand même à se retrouver. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est déjà positif. Par contre, ce qui est très problématique, c'est de voir que 10 ans après l'accord de Paris, on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur des sujets de base, c'est-à-dire la fin des énergies fossiles. Ça, c'est quand même un vrai apprentissage de cette COP, c'est de se dire, on n'arrive même pas dans un texte final à mentionner la question des énergies fossiles, alors qu'on sait très bien que c'est la cause de la grande majorité des problèmes, à part l'utilisation des sols, mais la grande majorité des problèmes. Et on n'arrive plus même à dire que le GIEC est, enfin, je me permets de parler du GIEC, c'était autrice au GIEC, mais que le GIEC est l'organe scientifique de référence sur les questions climatiques. Et quand on voit dans l'accord final que, enfin, le GIEC est mentionné comme étant une des sources qui produit de la connaissance sur la science, ça en tant que scientifique c'est quelque chose qui est très préoccupant parce qu'on pensait pas arriver, enfin moi je ne pensais pas arriver au stade où 10 ans après l'accord de Paris, on n'arriverait pas à se mettre d'accord sur ce qu'est l'évidence scientifique sur cette question-là. Mais après tout ça, ça se passe dans un contexte qui est celui que j'introduisais quand je parlais de mon travail de recherche, de backlash écologique, où que ce soit en Europe, en Amérique du Nord et en fait on va dire plutôt dans le bloc occidental, on n'arrive plus à avancer sur la régulation transition écologique. On a des personnalités qui arrivent au pouvoir contre l'agenda écologique. Et on sait d'ailleurs qu'à la COP, pour avoir parlé avec beaucoup d'activistes qui étaient là-bas, les États-Unis, on va carrément dire, bullient certains pays en disant vous pouvez pas soutenir la transition écologique. Ils appellent certains pays, des pays développés, en disant des pays en développement, si jamais vous soutenez tel ou tel accord, et ben en fait on va vous enlever des financements, on va vous faire la guerre. Enfin, pas forcément physiquement, mais on va faire la guerre politiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est préoccupant parce que ça veut dire que quand on voit cet épisode de backlash, on se dit bon bah peut-être que ça se passe aux États-Unis, mais nous on peut continuer à agir. Mais ça veut dire que dans les arcanes du pouvoir, de la diplomatie internationale, on se retrouve avec des acteurs qui peuvent plus avancer, même ceux qui par le passé voulaient avancer. Je parle des États-Unis, mais je peux parler de la Chine aussi. Je sais que le Kenya, qui était un pays qui était assez engagé sur cette question-là, se fait aussi mettre sous pression par les États-Unis. Et tout ça, c'est quelque chose moi qui me préoccupe beaucoup parce que si on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la science, sur les énergies fossiles et chaque pays n'arrive pas à représenter ses propres intérêts, mais mis sous la pression par des intérêts étrangers, bon, on se trouve à une situation actuelle qui fait que la voix des Européens, elle ne porte plus vraiment. Non seulement en interne parce qu'on n'agit plus au niveau européen, enfin plus beaucoup, et en externe parce qu'on n'est plus les acteurs centraux dans la diplomatie mondiale. Et ensuite, moi, je suis très préoccupé par cet état des choses. Je dis quand même, je conclus par ce que j'ai commencé. Ça reste positif que les gens continuent à se parler. Je pense juste qu'il aurait fallu que les Européens ne signent pas l'accord final de la COP. Je pense qu'il aurait fallu dire on n'est pas d'accord et on signe pas. Mais malheureusement, l'ONU est fait de consensus et du coup les acteurs ont tendance à souvent soutenir des déclarations un petit peu par habitude. Mais moi je pense qu'on aurait dû dire non. Cette COP elle aboutit sur un non-lieu et je pense que ça aurait été beaucoup plus utile pour la suite. Alors du coup, nous, juste pour vous dire, on avait des personnes de l'équipe qui étaient présentes au Brésil pendant 2 semaines, donc je vais pouvoir un petit peu vous parler de la COP, mais plutôt sur le prisme de la désinformation climatique. Par rapport à ça, en fait, déjà, nous, ce qui nous porte, c'est la question, pourquoi l'ONG Quota Climat s'est créée, c'est que on pense que la manière dont nous sommes informés va déterminer la manière dont on va agir et vis-à-vis de la crise climatique. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, pour les Français, la première source d'information, c'est encore les programmes d'information télé et radio. Donc, c'est la première chose pour qu'ils puissent s'informer sur la question du climat et de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille particulièrement sur la question des médias. Et pour ça, on le fait de 3 manières. C'est-à-dire, d'abord, sur la production de données, avec la gestion, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On travaille avec l'Observatoire des médias sur l'écologie. La deuxième chose, c'est qu'on fait une veille médiatique. On va interpeller les médias à la fois sur les manquements et valoriser ce qu'ils font plutôt d'assez innovant sur les questions climat. Et la troisième chose, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Au niveau international, on était présent à la COP. La première raison pour laquelle on était à la COP, c'était travailler sur une reconnaissance de l'enjeu de la désinformation climatique comme un enjeu. Au niveau des déclarations, c'est à peu près réussi. On a vu le président de la République, Emmanuel Macron, qui en a parlé pendant le sommet des leaders avant la COP, en disant que la désinformation climatique était une menace. Le président Lula a abordé aussi le sujet. On a eu donc des grandes déclarations. Donc ça, c'est à peu près réussi. Maintenant, au niveau des actes concrets, c'est autre chose. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est qu'il y a une déclaration qui a été signée par 19 pays qui s'engagent sur la question de la désinformation climatique et qui reconnaissent le fait que pour agir, il va falloir des lois et agir au niveau législatif. Alors, c'est pas une déclaration qui est contraignante.
certes, mais ça va pouvoir permettre aux populations et aux habitants, aux citoyens, en fait, de pouvoir interpeller leur État en disant vous êtes engagés sur cette déclaration, maintenant il va falloir agir, il va falloir légiférer. Et en ça, c'est assez historique. L'Union européenne n'a pas encore rejoint la liste des signataires, mais on fait tout pour cela. Voilà, à ce niveau-là, ça c'est assez intéressant, cette question de la désinformation climatique. Et je dois préciser que c'est la première fois dans l'histoire des COP que la question de l'intégrité de l'information et de la désinformation était à l'ordre du jour et a été discutée. Nous, on attend beaucoup de la COP de l'année prochaine et des prochaines années. C'est une première, c'est un premier pas, mais c'est tout un travail, en fait, rien que pour mettre à l'ordre du jour ces mots-là, pour qu'ils soient discutés dans différentes salles de négociation. Ça a été discuté au niveau de plusieurs items, et c'est resté dans l'item sur la recherche, où on mentionne la question de l'intégrité de l'information, même si on doit reconnaître que dans ce même item, il y a eu plusieurs reculs sur les questions de la science, et notamment, comme tu en parlais, sur la reconnaissance des travaux du GIEC. Voilà. Alors, vous avez beaucoup parlé des États-Unis et de désinformation. Et est-ce que vous arrivez à expliquer, ou est-ce que vous avez des éléments d'explication de pourquoi cette désinformation climatique, elle gagne de plus en plus de terrain dans le monde? Oui, alors tout à fait. Déjà, au niveau français, on voit que globalement, il y a deux problèmes. C'est que il y a peu d'informations, donc on a une quantité d'informations qui est assez faible. En 2024, on était à 3,7% de la couverture médiatique dans les programmes d'information qui parlaient du climat, dans les médias français, donc télé, radio. C'est assez peu, et c'est un chiffre qui est en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Début 2025, on est sur un chiffre qui est un petit peu au-dessus, mais en parallèle, on voit que la désinformation augmente. Donc globalement, on a un traitement d'information qui est en quantité très faible. La deuxième chose, c'est la montée de la désinformation. La question, c'est pourquoi ? C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans le dur de la transition et qu'en fait, on va toucher à des actions directes, et que ça va toucher directement à des questions de mobilité, de tout un tas de sujets qui font que ça crispe sur ces sujets-là, et que ça vient toucher à des intérêts économiques, notamment. Donc, les campagnes de désinformation, elles vont être notamment menées par des entreprises qui gèrent l'industrie pétrolière, enfin, tous les secteurs économiques qui vont être touchés par ça. Par des pays étrangers malveillants, donc on va avoir des ingérences étrangères qui vont venir utiliser ces méthodes-là, tout ce qui est l'économie de l'attention, et ensuite au niveau de l'extrême droite aussi, on voit que ce sont des techniques qui sont utilisées. Je vais peut-être rebondir sur l'extrême droite, parce que c'est important quand on pose la question des informations climatiques, on pense souvent que ça vient, on pense aux médias, mais il y a des acteurs qui sont derrière des informations, qui sont parfois directement les journalistes. Et ce que montre bien Quota Climat d'ailleurs, c'est qu'il y a une partie des journalistes, notamment dans certains médias privés, que vous pouvez comprendre, suivez mon regard, où ces journalistes-là eux-mêmes désinforment, mais dans énormément de médias, c'est pas forcément les journalistes eux-mêmes qui désinforment, c'est les acteurs qui sont invités, et ce sont souvent des acteurs politiques ou économiques. Et c'est quand même important cette question des acteurs politiques, parce qu'on voit de plus en plus depuis 1 an ou 2, des acteurs politiques et économiques qui utilisent les médias pour propager des messages de désinformation. D'abord pour semer le doute sur le problème, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. On sait que la désinformation, historiquement, c'est on crée le doute sur le problème, donc c'est le changement climatique, on entretient une espèce d'ambiguïté sur le sujet, et on espère que ça va générer du climato-scepticisme. Mais on sait bien que c'est toujours un sujet, il y a toujours une partie de la société qui est climato-sceptique, et il y a toujours des discours climato-sceptiques, mais une bonne partie de la désinformation, elle fonctionne parce qu'elle elle crée de l'incertitude sur les solutions. Or, comme l'a très bien dit Célie, la transition écologique, elle est en marche depuis quelques années. Il y a des politiques publiques qui sont mises en place, ou alors qui sont promises, elles vont être mises en place dans quelques années à venir. Et du coup, les acteurs économiques qui n'ont pas forcément intérêt à cette régulation, ou les acteurs politiques qui ont intérêt à instrumentaliser le potentiel mécontentement généré par ces politiques publiques, vont utiliser les médias pour propager des messages, des informations. Je prends un exemple, les zones à faible émission en France. Si vous avez suivi le débat, c'est un sujet qui est très intéressant, parce que c'est quelque chose qui est proposé par la Convention citoyenne pour le climat, quelque chose qui est, on va dire, c'est proposé par les gens, même si la Convention citoyenne pour le climat, c'est un contexte particulier, mais c'est quelque chose qui est proposé, qui est pertinent, qui est en réponse à une régulation européenne qui nous impose de réguler la pollution de l'air. Et c'est quelque chose qui commence à être mis en place, ça crée des mécontents, forcément, parce qu'une zone à faible émission, c'est contraignant, elles n'ont pas toujours été très bien mises en place, donc il y a localement des poches de mécontentement qui se créent, et du coup, là, logiquement, les acteurs, souvent d'extrême droite, voient dans ces poches de mécontentement la possibilité d'instrumentaliser
ce mécontentement et de générer un discours général contre la transition écologique. Et les LFE, c'est un exemple très concret parce qu'on l'a vu avec l'extrême droite et des acteurs populistes, typiquement ceux qui suivent vraiment Alexandre Jardin, qui est une espèce de populiste d'extrême droite. Bon, il dit qu'il n'est pas d'extrême droite, mais un populiste, on va dire, de droite anti-ZFE, qui crée un mouvement légueux en disant les ZFE vont toucher 10 à 12 millions de citoyens qui seront privés d'entrer dans un centre-ville. C'est faux, hein, ça c'est la désinformation de base, hein, Quota Climat le montre bien, c'est une désinformation, ils mentent sur les chiffres, c'est plutôt 6 à 7 fois moins. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite, elle peut utiliser voilà, ces petites poches de mécontentement pour propager des discours de désinformation. Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a des journalistes sur les plateaux qui vont contredire ces discours? Et moi, j'ai une collègue qui est basée en Angleterre, qui a mené un travail qui a montré que dès que les journalistes font travail de contradiction, les gens qui regardent la télé n'augmentent pas leurs attitudes d'extrême droite. Parce qu'eux, ils mesuraient des questions en lien avec l'immigration. Donc, il faut qu'il y ait la contradiction. Par contre, dans les cas où il n'y a pas de contradiction, les auditeurs ou les téléspectateurs ont tendance à se rapprocher des idées de l'extrême droite. Donc ça prouve bien que le problème, c'est pas juste le fait qu'il y ait des acteurs d'extrême droite qui les informent, c'est un problème, hein, mais c'est qu'il y a aussi pas forcément un journaliste qui crée la contradiction. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important, notamment parce que ça va augmenter. À mesure qu'il y aura des politiques publiques de transition, à mesure qu'il y aura des perdants, des acteurs économiques ou des individus, on va avoir de plus en plus de discours. Et la vraie question, c'est comment on forme les journalistes à empêcher ces genres de discours de percer. Ouais, peut-être pour en rajouter, enfin, il me semble que effectivement, la nature de la désinformation, elle a pas mal évolué ces dernières années, et elle est, enfin, dans les grands messages sur le changement climatique, il y a un changement climatique et on en mesure les effets. C'est dû aux activités humaines, aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a la troisième chose, c'est grave, les impacts du changement climatique, ça a des implications pour la santé, la sécurité, etc. Et la dernière chose, à très grands traits, finalement, ce qu'on sait sur le changement climatique, c'est il y a des solutions, il y a des options d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter l'ampleur du changement climatique, et il y a des options pour s'adapter à un climat qui change. Et en fait, la désinformation, elle est passée du 1, et elle n'a pas complètement disparu sur le 1, mais elle est de plus en plus sur, je dirais, les 3 et 4 sur c'est grave. Et donc, on a quand même toute une désinformation sur « oh mais oui, mais le génie humain va permettre de s'adapter » ou « ah mais oui, mais finalement, il y a d'autres problèmes ». Et puis, ce que tu disais sur vraiment la désinformation, sur les options d'action, sur les solutions, que ce soit même sur la nécessité, par exemple, de la sortie des fossiles rapide et extrêmement forte, sur des options technologiques, les renouvelables, sur les véhicules électriques, par exemple, mais aussi sur les politiques publiques et des options de sobriété, par exemple. Donc on est vraiment passé sur de la désinformation, à mon avis, sur les options d'action et leurs implications, justement. Merci. Et du coup, peut-être pour vous, Madame Guivarch, plus précisément, les scientifiques, quel rôle ils peuvent jouer pour pallier à cette désinformation, peut-être toucher plus le public qui visiblement est plus touché par les médias, peut-être moins par les scientifiques. Alors, il ne faut pas attendre tout des scientifiques, il y a des relais à passer. Maintenant, de plus en plus, les scientifiques vont dans les médias et se forment pour aller dans les médias. Ça s'improvise pas complètement, et puis c'est pas, enfin, on n'aime pas ça a priori, et on n'est pas habitué particulièrement à des formats très courts à la télé ou des choses comme ça. Donc il y a de plus en plus des scientifiques qui se forment et qui sortent des labos, qui vont dans les médias, mais aussi très directement à la rencontre de tout le monde pour aussi avoir un dialogue un peu plus direct. Mais notre temps est limité et c'est pas notre métier, donc il y a des relais. Je pense beaucoup avec les journalistes et il y a des actions de formation des journalistes et de aussi mise en contact
Il y a une association, par exemple, qui s'appelle Expertise Climat, qui justement fait le lien entre le monde des médias et le monde scientifique, essaye d'apprendre à l'un et à l'autre comment fonctionne l'autre côté du miroir et aide à mettre en contact. Donc je pense que c'est là, et puis il y a effectivement des associations comme la vôtre aussi qui agissent. Donc je pense qu'on ne peut pas tout attendre et c'est pas... voilà, chacun son métier. Étant un jeune scientifique, moi j'essaye beaucoup d'aller dans les... Enfin, beaucoup. J'essaye d'aller dans les médias parce que je suis assez convaincu de la nécessité de porter la parole scientifique, notamment des scientifiques... on parle beaucoup quand on pense aux scientifiques du climat. Mais je pense que les sciences sociales sont assez fondamentales sur cette question-là, parce que ce que j'ai commencé à expliquer, c'est qu'on a bien compris que le problème, c'est comment le social réagit à la transition écologique. Donc ça peut être comment est-ce que les citoyens perçoivent le changement climatique, ça peut être comment les acteurs politiques vont politiser la question du changement climatique, ça peut être comment les solutions technologiques qui sont développées, typiquement voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes, comment ces sujets-là sont reçus par les citoyens et à nouveau instrumentalisés par les acteurs politiques. Et du coup, je pense que c'est important que les scientifiques puissent se mobiliser s'ils ont envie de le faire. Par contre, je suis tout à fait d'accord, ça prend énormément de temps. Or, la carrière académique ne valorise pas ce temps-là. Et donc, c'est vrai que quand on le fait, c'est assez éreintant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de relais. Moi, je suis aussi dans le réseau Expertise Climat. Et donc, du coup, c'est pareil. On forme des journalistes. On essaie de leur expliquer qu'est-ce qui se passe, en fait. Les journalistes, c'est vrai qu'ils ont parfois tendance à entendre l'extrême droite dire « Oh, les énergies renouvelables, c'est n'importe quoi. Oh là là, les véhicules électriques, c'est n'importe quoi. » Et ben, en fait, notre rôle, c'est aussi d'expliquer aux journalistes qu'il y a de quoi répondre. En fait, c'est pas vrai. Les énergies renouvelables sont soutenues par 80-90% des citoyens, y compris les éoliennes, qu'il y a des conflits locaux. Mais voilà, c'est typiquement sur un sujet comme ça où on peut faire monter les journalistes en compétences. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye de faire parce qu'on voit quand même que la parole des scientifiques, elle reste dans un monde où on ne croit plus personne, on croit quand même encore un petit peu dans les scientifiques, mais c'est quelque chose qui doit être un peu un travail collectif parce que ça prend beaucoup de temps et je pense que les relais sont vraiment nécessaires à ce sujet-là. Oui, donc vous avez parlé de faire confiance à la communauté scientifique. Est-ce que, comme vous avez fait dans votre travail des enquêtes de terrain, vous avez interviewé plusieurs personnes, est-ce que vous observez des différences de vulnérabilité face à cette désinformation, notamment en fonction du niveau de vie ou de la condition sociale? Effectivement, dans le cadre de mon travail de recherche, dans le cadre de ma thèse, je mène des entretiens hors des grands centres urbains, donc dans des zones rurales, périurbaines, très diverses. Je suis allé dans le centre de la Bretagne, sur la côte bretonne, dans la vallée de la Lorraine, y compris la vallée désindustrialisée, vers Hayange, Florange, toutes ces villes qu'on connaît dans l'imaginaire français, et en Alsace, et dans les Vosges. Donc j'ai fait beaucoup de territoires assez différents, et effectivement, déjà, moi, mon premier point, c'est que les citoyens vulnérables à la transition écologique, donc aux politiques publiques, sont des citoyens aussi plus vulnérables à des informations sur ces sujets-là. Parce qu'on sait très bien qu'il y a mes collègues de l'IDRI, qui est donc un think tank qui travaille sur l'environnement, qui est en partie attaché à Sciences Po, qui ont expliqué qu'en fait, on dit souvent que c'est quand on veut qu'on peut, mais en fait, c'est aussi quand on peut qu'on veut. Or, le problème, c'est quand on est dans une zone rurale et qu'on n'a pas accès à la mobilité décarbonée, on n'a pas accès au transport public et on a un salaire qui est contraint, parce que c'est quand même le cas de la majorité des Français. On gagne 1 800 € par mois net, 1 900 € par mois net, on peut pas acheter une voiture électrique, mais en même temps, on n'a pas de transport public. Du coup, forcément, on est mécontent à l'égard des politiques publiques, et quand on va entendre un discours de désinformation qui nous dit « mais en fait, les voitures électriques, c'est pas du tout écolo, ça sert à rien », ou alors « mais en fait, les voitures électriques, c'est que pour les riches, ou c'est que pour les bobos », et ben, c'est plus probable qu'on soit réceptif à ce discours, et d'ailleurs, moi, je le mesurais dans mes entretiens, c'est des narratifs qui revenaient très souvent, donc c'est des narratifs de désinformation que les gens n'ont pas inventés, ils les ont forcément entendus quelque part, et probablement dans les médias, via la parole de journalistes, ou de journalistes d'ailleurs, ça peut être journaliste, hein, le TF1 avait fait des reportages anti-véhicules électriques, ou alors d'acteurs politiques, on sait que certains partis politiques sont très contre certaines solutions de transition écologique, et du coup c'est forcément ces citoyens, ils sont vulnérables, et donc du coup ils vont être plus propices à me dire dans un entretien, mais en fait moi je suis contre le véhicule électrique parce que c'est pas du tout écolo, ça sert à rien, et on voit bien que c'est aussi pratique pour les gens qui ne peuvent pas se payer quelque chose de dire que la solution elle est pas pertinente, et on peut élaborer tous ces sujets-là, et après bien entendu c'est toujours dur enfin, c'est assez évident, mais la classe sociale et le niveau de diplôme nous exposent plus ou moins à des informations, parce qu'on n'a pas forcément accès au même type d'informations. Et puis parfois, les sujets écologiques sont assez techniques. Enfin, on peut comprendre de l'extérieur pourquoi un véhicule électrique, il n'est pas perçu comme étant toujours
particulièrement propre, parce qu'il y a plein de problèmes autour du véhicule électrique. Par contre, si on comprend ce qu'on veut dire par une solution pertinente pour lutter contre le changement climatique, et ben moi j'ai rencontré des personnes, plutôt CSP+, en zone rurale, qui me disaient non, c'est hyper bien parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'émissions, sur le cycle de vie, c'est 3 fois moins qu'un véhicule électrique. Et moi je me disais, ok, bah, c'est exactement ça, très bien. Et parfois il y avait des personnes qui pas forcément au courant de ce genre d'analyse et qui du coup étaient plus exposées à la désinformation sur ces sujets. Donc moi je dirais quand même la vulnérabilité à la transition et la vulnérabilité, on va dire, en lien avec ce sujet d'éducation, de formation, de culture générale. Juste pour ajouter par rapport à ça, sur la question de la vulnérabilité, nous c'est un peu pour cette question aussi qu'on s'intéresse particulièrement aux médias, parce qu'en fait les médias ont un effet prescripteur, c'est-à-dire qu'on a un peu l'effet vu à la télé, comme il y a des journalistes qui sont passés par là, ben, on va davantage croire ce qu'il y a, et en fait par exemple on a pu le voir avec un cas assez récent dont vous avez peut-être entendu parler, donc sur CNews a été condamné par l'Arcom à une amende de 20 000 €, ça c'est assez historique, pour propos climato-sceptiques non contredits à l'antenne. Donc la chaîne a évidemment contesté cette décision, porté un recours auprès du Conseil d'État qui a rendu sa décision il y a quelques jours, enfin même il y a 2 semaines. Et donc le Conseil d'État a dit en fait non, la décision est valable, l'Arcom a raison et a rejeté ce recours-là. Ça, c'est assez historique et on pourrait peut-être s'attendre dans les mois, années à venir à avoir d'autres sanctions financières sur la question des chaînes. Voilà. Et juste pour préciser au niveau de l'actualité, effectivement, il y a des questions vulnérables, mais aujourd'hui on est quand même en France et il y a un droit qui existe, alors qui peut être amélioré, mais il y a quand même des choses qui sont possibles. Et donc pour essayer de lutter contre cette désinformation. Et donc cet après-midi à l'Assemblée nationale, on a eu le premier texte qui a été adopté en commission qui parle de désinformation climatique en France. Donc en fait c'est une proposition de résolution européenne qui a été déposée par une députée écologiste, qui a été examinée par la Commission des Affaires européennes tout à l'heure et votée donc en commission. Après, ça va sûrement passer en séance et ensuite ce sera proposé au niveau de l'UE. Mais en fait, cette proposition de résolution européenne, elle vient dire à l'Europe et à la France d'ouvrir un chapitre national, d'ouvrir un chapitre européen sur cette question de désinformation, de dire qu'il faut légiférer là-dessus, qu'il faut faire des sanctions quand on a des manquements dans les médias. Et donc ça pourrait permettre quand même à terme de protéger des personnes qui sont plus vulnérables. Au niveau de la perception des mesures écologiques par la population, vous avez un peu évoqué ça. C'est les coûts et les bénéfices des mesures écologiques. Comment on peut faire en sorte qu'ils soient répartis équitablement, puisqu'on a vu qu'il y avait justement des milieux plus ruraux où c'était plus compliqué d'accéder à ces infrastructures écologiques ou le transport en commun, par exemple. Et donc, comment on peut faire pour que ce soit plus équitable et est-ce que ça doit l'être vraiment? Ce qui est évident, c'est mesuré par tout un ensemble de travaux académiques en sciences sociales qui démontrent que les politiques de transition écologique ont tendance à avoir des impacts distributifs importants entre les classes sociales et entre les territoires. Classe sociale, ça veut dire niveau de revenu, mais ça veut aussi dire emploi. Donc on sait forcément qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables aux politiques climatiques. Et c'est pas une surprise, moi je le montre dans mes propres travaux, plus on est vulnérable, plus on a tendance à être opposé à la transition écologique. Moi je le vois typiquement, je prends l'exemple d'un de mes articles sur lequel je travaille en ce moment, qui montre que si on est à distance des infrastructures publiques nécessaires, ça peut être infirmière, ça peut être poste. Si on a une grande dans un territoire, on a beaucoup de citoyens qui travaillent dans industries vulnérables à la transition écologique. Ça peut être le plastique, l'énergie fossile, l'agriculture intensive, etc. Ou si on a des territoires qui sont très peu denses, qui ont pas accès à une gare, etc. Et ben, on est plus propice à être opposé à la transition écologique. Et il y a de nombreux collègues qui le montrent très bien, avec la taxe carbone notamment, qui a été un outil qui a été très bien pensé sur le papier, mais qui ne marche pas en pratique, pour plein de raisons. La raison principale étant que les coûts ne sont souvent pas forcément pris en compte, alors qu'ils sont très hétérogènes dans la société. Donc, du coup, ce que tout un ensemble de travaux académiques démontrent, c'est que si l'opposition, elle est corrélée à notre exposition aux impacts des politiques climatiques, alors le soutien, il est aussi corrélé à comment on va prendre en considération ces impacts distributifs. Bon, je prends différents exemples, mais il y a des travaux qui ont démontré que si jamais on fait une taxe carbone, on a une majorité de citoyens qui est contre. Si on fait une taxe carbone, mais qu'on met en place des mécanismes de compensation, ça peut être via des chèques carbone, on rend l'argent en fait directement aux gens. Et du coup, ça incite les gens à moins utiliser leur voiture, mais ceux qui sont vraiment contraints, ils auront quand même l'argent qui revient à la fin du mois. Et ben, l'acceptabilité des politiques de taxation carbone, et ben, elle augmente.
peut prendre le cas typiquement des ZFE. Les ZFE, ça a créé de l'opposition. Moi, je l'ai vu sur le terrain, parce que quand je fais des entretiens dans le périurbain autour de Strasbourg, les gens me disaient, oula, il y a une ZFE qui va être développée, mais moi, j'ai pas accès au leasing, parce que le leasing a été fermé. En gros, l'État avait mis en place des véhicules électriques pas chers pour les citoyens, mais ça a été fermé parce que ça marchait trop bien. Ah oui, parce que les gens, en fait, ils ont besoin de solutions. J'ai pas forcément accès au bonus parce que je suis de classe moyenne inférieure et du coup, le bonus, typiquement, il était trop faible ou alors les véhicules électriques étaient trop élevés, etc. Et donc, du coup, les gens, ils étaient contre. Et pourtant, j'ai aussi vu dans des territoires ceux qui avaient à disposition des mécanismes, ceux que j'ai rencontrés pendant la période du leasing ou ceux que j'ai rencontrés qui vivaient sur des territoires où ils avaient mis en place des mécanismes de mobilité partagée typiquement, ou qui avaient un TER qui avait été rajouté, ou une gare qui avait été rouverte, ou le débit des trains qui avait été rajouté, bah voilà, je voyais des gens qui étaient plus en soutien. Après, c'est quelque chose que je peux mesurer moi dans mes entretiens, mais c'est quelque chose que je peux mesurer aussi avec des études plus quantitatives. Et ce que des collègues montrent aussi, c'est que c'est pas simplement la question de comment on va répartir les coûts et les bénéfices. C'est évident qu'il faut que les coûts soient pris en compte pour les populations vulnérables et que les bénéfices soient distribués, parce qu'il y en a beaucoup de bénéfices. Mais c'est aussi comment on va inclure les gens dans la prise de décision. Je prends souvent l'exemple de la transition vers la fin du charbon en Espagne. Comme on peut imaginer, la fin du charbon, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que ça menace des emplois, ça menace des communautés entières, parce que souvent c'est des communautés entières qui dépendent du charbon. Et ça porte avec lui la question non pas seulement de l'argent, mais aussi de l'identité. Parce que quand on est mineur de parents en enfance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Et le processus s'est plutôt bien passé en Espagne parce qu'on a pris en compte, on a inclus l'histoire dans la prise de décision. Ça veut dire inclure les syndicats, ça veut dire inclure les représentants des communautés locales. Et du coup, on s'est rendu compte dans ce travail de recherche qui a été mené qu'il n'y a pas forcément eu de backlash, donc il n'y a pas eu d'hausse du mécontentement ou de hausse du vote d'extrême droite dans ces territoires-là parce qu'on a pris en compte le point de vue des citoyens. Et ça permet de connecter les deux points et de dire la transition écologique, et c'est pour ça que je pense que c'est important que les experts en sciences sociales discutent avec les ingénieurs. Les politiques climatiques, ça se repose souvent sur les solutions techniques, véhicules électriques, panneaux solaires, éoliens, etc., pompes à chaleur, qui ont été pensées par les ingénieurs. Et c'est très bien, mais la question des sciences sociales, c'est comment on pense les prises en compte des vulnérabilités des citoyens et aussi les narratifs qu'on va porter avec ces politiques climatiques-là. Parce que si on prend l'exemple de ce qui se passe actuellement, le problème, c'est pas tant que les gens, que les solutions elles ne marchent pas, c'est que les solutions elles sont soit trop chères, soit elles sont instrumentalisées par l'extrême droite. Et donc ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi l'extrême droite instrumentalise certaines solutions. Pourquoi l'extrême droite fait du véhicule électrique, des ZFE, des énergies renouvelables, un peu un totem, quelque chose qu'ils attaquent constamment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on interroge. Et du coup, je pense que c'est là où l'échange, je permets déjà d'en parler, mais l'échange entre sciences sociales et ingénieurs, à mon avis, est fondamental pour essayer de comprendre ce qui crée la résistance et comment on peut créer du soutien dans la société. Oui, peut-être sur les questions d'inégalité, d'équité, de justice. Avant de parler des inégalités induites ou réduites par les politiques climatiques, il me semble qu'il faut parler des inégalités et des injustices climatiques et environnementales plus largement, parce que finalement, ne pas agir, c'est laisser les inégalités augmenter. Là aussi, la recherche le montre très bien que les effets, les impacts du changement climatique, ils touchent de façon disproportionnée les territoires, les ménages les plus pauvres, les pays les plus pauvres aussi. Donc finalement, il faut commencer par mettre cette question-là, et même sur l'exemple des ZFE. Les ZFE, c'est pas une politique climatique à la base, hein, c'est une politique environnementale pour la qualité de l'air. Et là aussi, il y a des enjeux d'inégalité, parce que pourquoi, qui est le plus exposé à un air de mauvaise qualité? C'est finalement les quartiers qui sont très proches des grands axes routiers, et les personnes qui habitent dans ces quartiers-là sont en général c'est en général des quartiers plus pauvres que les centres-villes où il n'y a de toute façon pas d'axes majeurs, etc. Donc on a déjà ne pas agir, en fait, c'est augmenter ces inégalités environnementales, ces inégalités climatiques. Et ça, peut-être qu'on ne l'entend pas tout à fait assez aussi dans les débats. Et agir, c'est une question de protection face aux effets néfastes du changement climatique. Et ensuite, la question, c'est justement comment concevoir les mesures, comment construire collectivement l'accessibilité à des solutions pour que les transitions puissent se faire. Et je pense que c'est pas tant une question d'acceptabilité qu'une question d'accessibilité aux options
d'action. Une réaction sur la vulnérabilité au changement climatique, ou on va dire aux désordres environnementaux, est quelque chose qui est important, mais en tant que politiste, ce qui est difficile après, c'est de se dire comment est-ce qu'on rentre le sujet dans le débat politique, comment on fait que c'est quelque chose qui est porteur pour les acteurs politiques. Et la difficulté, c'est que j'étais en train d'analyser récemment des données de sondage où je me rendais compte que quand on associait les réponses des répondants à leur localisation, en fait, le fait d'être vulnérable, donc le fait d'être exposé à des catastrophes climatiques ou à être vulnérable vis-à-vis de certains désastres qui peuvent advenir, ça peut être des débordements de rivières, des éboulements, etc., n'était pas du tout corrélé à l'opinion qu'on avait de la transition écologique ou à notre vote pour tel ou tel parti. Du coup, je me disais, en fait, ça rejoint tout un ensemble de littérature qui montre que ce qui est très compliqué avec ce sujet-là, c'est que la vulnérabilité au changement climatique n'est pas corrélée à nos choix électoraux. Donc souvent, on a pensé pendant longtemps qu'en fait, les gens vulnérables allaient se réveiller, mais la difficulté, c'est qu'une bonne partie des gens vulnérables ne perçoivent pas qu'ils sont vulnérables, ou alors ils perçoivent qu'ils sont vulnérables à quelque chose qui est de l'ordre des phénomènes climatiques, mais ils n'associent pas forcément ça à quelque chose qui doit ensuite aboutir à tel ou tel choix électoraux. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger, c'est comment on fait que le lien il passe de l'un à l'autre, ou alors comment on fait pour créer les conditions que les acteurs politiques puissent porter des discours écologiques sans forcément le structurer autour de vous êtes vulnérable au changement climatique, parce que manifestement on s'est rendu compte, notamment dans des études aux États-Unis, que ça marche pas forcément très bien. Après un ouragan, on a plutôt tendance à voir que les républicains deviennent plus républicains et plus climato-sceptiques, et les démocrates deviennent un petit peu plus écolos et un peu plus en faveur de l'action climatique. Donc ça, c'est juste un complément qui est que je parle beaucoup des politiques de transition écologique parce que je pense que à la fin des fins, même si on ne voit pas qu'on est vulnérable, même si on ne perçoit pas forcément que le changement climatique est d'origine humaine, si à un moment mon véhicule électrique il va me coûter 2 à 7 fois moins à l'usage qu'un véhicule thermique, et du coup, il faut qu'on m'aide à l'acheter. Mais une fois que je l'ai, c'est 2 à 7 fois moins cher, et ben du coup, je vais passer au véhicule électrique. Et c'est pareil pour la pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur, elle fait que ma facture d'énergie, elle baisse, et ben je vais passer à la pompe à chaleur. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord sur l'accessibilité. Et je pense que c'est vraiment autour de ça qu'il faut jouer, parce que malheureusement, on n'arrive pas forcément toujours à lier changement climatique et après changement d'attitude des citoyens. Alors, pour revenir sur la place des scientifiques dans le débat public, j'avais une question pour vous, Madame Guivarch. C'est est-ce que vous, dans votre métier, vous avez déjà rencontré des difficultés à faire comprendre le sur quoi vous travaillez ou vos recherches à un public, que ce soit médiatique ou des citoyens? Et comment vous faites face à ces difficultés et notamment même dans le cadre de la rédaction des rapports du GIEC, est-ce que vous prenez en compte cette difficulté-là? Bonne question. Disons que dans la relation avec les médias, c'est vraiment la difficulté, elle est plus par quel bout, enfin quand on a quelques minutes, par quel bout rentrer et comment avoir un message qui ne trahit pas la nuance et parfois la complexité qu'on voit, nous, en tant que chercheurs, et à laquelle on tient d'une certaine manière, tout en ayant un message qui est un peu percutant. Et elle est plus là, la difficulté, en tout cas, dans les médias. Après, sur faire comprendre des choses, que ce soit dans des conférences, dans des cours, dans des dialogues, oui, évidemment, mais finalement en posant des questions pour essayer d'aller mettre le doigt sur on y arrive. Pour moi, la difficulté, elle est vraiment par quel angle rentrer dans somme toute une question qui est large, qui est complexe, et quand on a 2 minutes, qu'est-ce qu'on dit? Et bon, après, sur les rapports du GIEC, ça ouvre complètement d'autres questions. Ce qu'on fait quand on écrit un rapport du GIEC, donc ce que fait le GIEC, il ne fait pas de recherche, il fait une évaluation de l'état des connaissances. C'est un travail qui
qui est très collectif. On est, pour écrire un rapport du GIEC, on est quelques centaines d'auteurs, rédacteurs, de plein de disciplines différentes, de plein de pays différents, et choisis pour avoir une diversité, justement. Et on va travailler vraiment sur la base des articles publiés et objectiver toutes les phrases qu'on va écrire sur la base des articles scientifiques et construire comme ça un consensus de façon collective pour dire, bon, bah voilà, sur tel aspect, là on a une certitude et on va quantifier cette certitude, et puis sur d'autres aspects, il y a beaucoup, il subsiste des incertitudes, et là c'est pareil, on va expliciter ça. C'est tout un travail humain et une construction sociale aussi, ce travail-là, mais qui est appuyé vraiment sur... Ensuite, là où il y a un aspect de communication et un aspect plus politique, finalement, c'est l'écriture des résumés, et notamment l'écriture des résumés à l'intention des décideurs, qui finit par être examiné, négocié et approuvé mot à mot par l'ensemble des délégations des pays membres du GIEC. Les membres du GIEC, c'est pas les scientifiques, hein, c'est les pays. Donc là, il y a un travail à la frontière entre le scientifique et le politique, où les scientifiques vont essayer de clarifier le plus possible et de garder des messages qui sont le plus percutant possible, et les délégations vont avoir un travail qui, pour certains, vont chercher à aider à rendre les choses les plus claires et les plus simples possibles, mais d'autres vont au contraire avoir une action pour chercher à obscurcir, noyer les messages, etc. Donc, le GIEC, c'est un petit peu différent, et ensuite, il y a la dernière couche qui est, une fois qu'il y a un rapport du GIEC, qu'est-ce qu'on communique au moment de la sortie du rapport du GIEC, et là on en revient à la question sur une masse de messages, lesquels on retient, dans quels médias, pour qui, voilà. Je voulais revenir sur quelque chose, c'est que vous avez évoqué la notion de backlash écologique, qui n'est peut-être pas claire pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? C'est vrai, j'en parle tellement tout le temps que parfois j'oublie de le résumer. La question du backlash écologique, le concept, il a émergé il y a quelques années pour traduire le phénomène qu'on observe, c'est-à-dire une réaction, au sens réaction négative, une réaction négative visible et assez puissante d'acteurs, on va dire anti-écolo, ou alors d'acteurs anti-écolo, après un processus de transformation qui a lieu depuis... on va dire surtout depuis 2019. Donc en fait, moi, j'ai fait partie de ces personnes qui ont commencé à utiliser le terme début 2024, où je voyais que de 2019 à 2022-23, en Europe et donc en France, on a accéléré sur beaucoup de régulations environnementales. Il y a eu le Green Deal au niveau européen, énormément de lois qui ont été, de textes européens qui ont été adoptés, qui après ont été retranscrits dans le droit national. Et donc on a eu des avancées sur pas mal de sujets. Et ce qui s'est passé à partir de 2023-2024, et là on le voit de manière absolument évidente, c'est qu'il y a eu une réaction. Et c'est quelque chose qu'on utilise le terme backlash parce que c'est, bon, ça veut dire contre-coup, retour de bâton en anglais, mais c'est un terme qui a émergé déjà il y a longtemps, notamment dans les sphères féministes, pour traduire ce qui se passait aux États-Unis dans les années 80, quand après les années de progrès sur les droits des femmes, on s'est retrouvé avec une vague réactionnaire qui essayait de revenir en arrière sur les droits des femmes. On l'a vu aussi sur la question de la mondialisation, où il y a eu de la mondialisation, et puis après il y a eu ce que beaucoup de chercheurs ont appelé un backlash contre la mondialisation, avec des citoyens qui votent pour des partis anti-mondialisation, qui perdent leur emploi, et qui du coup résistent au processus de changement. Et je pense que sur l'écologie, c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on a agi, on a engagé une transformation massive et assez, potentiellement totale du système économique, et après l'adoption de tout un ensemble de régulations, on se retrouve avec des intérêts économiques ou particuliers qui sont menacés, et du coup des acteurs qui vont se structurer pour organiser la réaction. Et là, on le voit de manière tout à fait évidente. Le Réseau Action Climat a répertorié 43 reculs sur le premier semestre 2025, mais on le voit au quotidien, on le voit au niveau européen, et également avec le devoir de vigilance, avec le véhicule thermique, où on ne sait plus très bien si jamais on va avoir un objectif de fin de vente du véhicule thermique en 2035. Et on voit que pourtant, c'était des régulations qui semblaient faire partie du Green Deal. On avait l'impression d'être dans un processus de changement.
Et en fait, ce phénomène de backlash, il est fondamental parce que le backlash, c'est non seulement des acteurs menacés qui vont résister, ça peut être des citoyens au niveau local qui sont exposés à une politique climatique type fin du véhicule thermique, qui ne peuvent pas passer à véhicule électrique, ou une politique écologique type ZFE, qui vont réagir. Ça peut être des acteurs économiques, typiquement les producteurs automobiles qui n'ont pas vraiment fait l'effort de de transformer leur chaîne de production pour produire des véhicules électriques et qui d'un coup veulent faire marche arrière. Et surtout, qui on voit derrière ça, des acteurs politiques, l'extrême droite en tête, mais de plus en plus la droite conservatrice européenne, qui va se saisir de l'enjeu, qui va politiser ces mécontentements-là auprès d'acteurs économiques ou d'acteurs individuels, et qui vont essayer d'organiser la réaction. Et la grande difficulté qu'on observe, c'est qu'il semblerait que ce soit ces acteurs-là qui gagnent pour l'instant. On voit bien qu'on n'arrive plus trop à passer des régulations environnementales au niveau européen ou français. On détricote certaines régulations. Les ZFE, bon, le vote final aura lieu en janvier, mais moi je pense que c'est fini pour les ZFE. Le véhicule thermique, on tient qu'à un fil. Et sur toutes ces régulations-là, ma prime rénov', on baisse les budgets, ou alors même on a fait une pause pendant quelques mois. Sur tous ces sujets-là, il semblerait que les acteurs de la réaction, les acteurs anti-écologiques, soient ceux qui arrivent à imposer le débat, à imposer leur point de vue dans le débat public. Et c'est quelque chose qui est très important parce que ça me permet de dire que c'est pas une fatalité. Le backlash, que les chercheurs du backlash ont démontré depuis des décennies, c'est qu'il n'y a pas de fatalité au backlash. Le backlash donne un peu l'impression que, retour de bâton, on envoie un boomerang, ça revient, ah bah mince, on a perdu. C'est pas obligatoire. On peut très bien imaginer un système où on a fait des régulations, tout ne s'est pas toujours bien passé, il y a des coûts qui n'ont pas forcément été pris en compte, on n'a pas mis les financements nécessaires, on n'a pas forcément pris en compte certains intérêts, bon très bien. Mais on peut réagir. C'est pas parce que l'extrême droite et la droite politisent ce mécontentement qu'il n'y a pas l'opportunité pour les acteurs écolos de défendre un agenda écologique. Ça, je pense que c'est important de garder en tête parce que ce qu'on mesure très bien d'ailleurs avec un collègue, c'est que les acteurs écolos de la coalition climat qui n'existe pas vraiment, mais cette coalition climat qui irait du centre à la gauche, ont tendance à se désintéresser de l'enjeu écologique, à préférer mobiliser d'autres enjeux. Et c'est ça qui permet le backlash. C'est qu'on a des acteurs anti-écolos qui ne voient pas forcément la résistance qu'on pourrait leur opposer, en expliquant qu'en réalité, les acteurs du backlash, ils défendent les intérêts de la Russie et des produits pétroliers, ils défendent les intérêts qui sont ennemis de l'Europe, ils défendent la crise du pouvoir d'achat, parce qu'en fait, les énergies fossiles, c'est aussi un élément fondamental dans la crise du pouvoir d'achat. Ils défendent la destruction de l'industrie européenne, parce qu'on sait très bien que c'est pas de la faute de la transition écologique si on perd des emplois automobiles, c'est plutôt la faute des constructeurs de véhicules thermiques, etc. Et donc, il est possible de résister. Donc, peut-être qu'on parlera des solutions plus tard, mais je pense que la question du backlash, faut pas que ce soit statique. Faut se dire qu'il y a moyen de résister à ces acteurs anti-écologiques. Je suis pas sûre d'être la plus légitime pour dire ça, mais je voudrais quand même rajouter un truc et peut-être tu pourras le nuancer ou construire là-dessus, mais il me semble que cette histoire de backlash ou d'opposition, elle est bien plus forte et instrumentalisée par une certaine partie de la classe politique et certains médias, et elle est bien moins forte en réalité dans l'opinion des gens. Je pense que c'est quand même aussi important de faire cette distinction-là, et peut-être tu peux le faire. C'est une super passe décisive. Effectivement, quand il y a déjà quasiment 2 ans, j'avais commencé à travailler sur le backlash écologique, c'était tout nouveau. On parlait pas de backlash écologique en France à ce moment-là. J'avais commencé à dire que le backlash c'était un phénomène qui était plus politique que citoyen. Et il y a quelques mois, je donnais une interview au Monde où le titre c'était le backlash est politique et pas citoyen. Et quand je dis ce genre de choses, je veux pas dire qu'il n'y a pas de base sociale du backlash. Il y a des gens qui sont pas contents, c'est vrai. Mais c'est que le phénomène, cette transformation massive du débat politique autour de l'enjeu écologique, elle vient pas d'un phénomène grassroots, bottom-up, où c'est les citoyens qui se seraient mobilisés et d'un coup on aurait un retournement de la régulation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a du mécontentement, mais il y a surtout des acteurs politiques qui ont décidé de s'attaquer à la régulation environnementale. D'abord parce qu'elles pensent qu'il y a quand même du mécontentement qui peuvent aller saisir dans d'autres catégories de la population qui ne votent pas forcément pour elles, mais aussi parce qu'ils se disent que c'est un nouvel enjeu conflictuel. Or, on sait que les acteurs d'extrême droite se nourrissent de la conflictualité. Donc conflictualiser un enjeu écologique, c'est la manière pour ces acteurs-là de penser qu'on peut aller créer du bazar et récupérer des électeurs, soit parce qu'ils sont exposés, soit parce qu'en fait ils ne sont pas forcément exposés, mais ils pensent être exposés du fait des narratifs de la désinformation, où des gens finalement, pour les ZFE, c'est un très bon exemple, n'étaient pas forcément exposés, mais parce que l'extrême droite a conflictualisé, a dit qu'il fallait arrêter les ZFE, et ben on se trouve avec des citoyens qui ne sont pas exposés, mais qui pensent qu'ils sont exposés. J'ai un ami qui travaille là-dessus en Allemagne, et qui montre qu'une bonne partie des gens qui sont opposés à la fin des chaudières fuel,
eh ben, en fait, sont pas exposés, parce que c'est pas leur type de chaudière. Mais en fait, l'extrême droite a tellement politisé la question des chaudières que du coup, les citoyens se sont dit, oulala, mais moi je suis exposé avec ma chaudière. En réalité, non. Donc c'est ce qui me permet de dire que le backlash est majoritairement un phénomène politique, et donc ça veut dire que la réponse, elle est politique aussi. Ça veut dire que les citoyens peuvent se mobiliser. On l'a vu sur la loi Duplon avec la deuxième pétition la plus signée de l'histoire, avec plus de 2 millions de personnes qui se mobilisent pour dire, en fait, on ne veut pas cette régulation qui va nous donner les cancers. Mais ça veut dire aussi que les acteurs politiques, je ne suis pas de politique quand je dis ça, mais les acteurs politiques qui font partie du bloc qui pourrait représenter une coalition climat, encore une fois qui n'existe pas vraiment, mais ce bloc-là peut se mobiliser pour s'opposer à ces acteurs politiques et aller montrer aux citoyens qui sont encore pour une bonne partie en demande d'action environnementale, ils sont en demande d'action juste, mais ils sont en demande d'action climatique, environnementale. Et ben, il faut que ces acteurs politiques, les progressistes, le bloc central, se mobilisent pour dire aux gens, on sait que c'est important pour vous. Par contre, on va pas le faire n'importe comment. On va mettre en place des mécanismes de compensation. On va accompagner le changement. On va faire ça on va créer de la justice sociale et fiscale entre le haut et le bas. Et on va faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Mais moi, je pense qu'il y a une opportunité pour les acteurs politiques d'aller chercher des électeurs sur ces questions écologiques parce que c'est des questions qui marchent pour les gens. Enfin, les gens veulent dépenser moins d'argent, ils veulent manger de la nourriture de qualité qui leur donne pas des cancers, ils veulent respirer un air qui les tue pas après des rocades d'autoroute, etc. Donc il y a de l'espace pour créer l'agenda. Le problème, c'est que l'extrême droite est très fort pour corneriser les acteurs anti-extrême droite et empêcher les acteurs anti-extrême droite de réfléchir. Et moi, je pense qu'il y a de la place pour résister. Alors vous avez parlé un peu tout à l'heure des conventions citoyennes pour le climat. Comment vous évaluez l'importance de la concertation dans l'acceptabilité des mesures écologiques et également peut-être sur la médiatisation de ces conventions citoyennes? Est-ce qu'il y a eu un impact des médias sur pareil, cette acceptabilité? Alors, j'ai pas de données là sur la couverture médiatique de la Convention citoyenne pour le climat. Nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la couverture médiatique, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement faible en général, c'est vrai qu'on va avoir des pics de désinformation quand on va avoir des moments assez forts. Donc, par exemple, quand il y a des débats à l'Assemblée sur les ZFE, là, on voit des pics de désinformation dans les médias, particulièrement dans certains médias plutôt que dans d'autres. Et du coup, c'est vrai que quand on a l'agenda politique qui vient parler de ces sujets-là, ça s'agite un peu au niveau des médias. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, Théodore, sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au narratif, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Nous, on parle de narratif. En fait, on a sorti un rapport juste avant la COP sur la cartographie de la désinformation climatique dans les médias français et brésiliens. Et en fait, on a identifié entre janvier 2025 et octobre 2025 529 cas de désinformation dans les programmes d'information. Certes, la première information, c'est 529 cas en France, mais en fait, on a pu classer ces cas dans 19 narratifs différents. Il y a une petite personne là-haut qui va gérer le diaporama, si c'est possible de mettre la slide. Ouais, parfait. Et en fait, voilà, vous avez derrière moi les 19 narratifs qui ont été identifiés, et ça, c'est en fait... Dans l'absolu, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est souvent les mêmes messages qui sont véhiculés. Et en fait, vous pouvez voir que ça s'attaque aussi principalement aux solutions sur la question de la crise climatique. Voilà, vous avez le nombre de cas en bas pour chaque narratif. Voilà, et je vous laisse, si vous voulez, compléter sur les conventions citoyennes pour le climat. Oui, peut-être pour revenir, la question de la concertation, c'est une chose. Il me semble que les conventions citoyennes, elles vont un petit peu plus loin que ça. C'est de la construction par les citoyens et c'est de l'implication très directe. Et ce qu'on a pu voir dans la Convention citoyenne, c'est quand même que en prenant le temps, les citoyens tirés au sort se sont emparés du sujet et ont fait des propositions qui étaient ambitieuses. Après, on peut discuter si c'était exactement ce qu'il fallait faire, etc. Mais c'était des propositions qui étaient ambitieuses. Et donc, c'était pas des propositions, des politiques déjà faites et on concerte pour demander un avis. C'était vraiment de la co-construction ou de la construction avec. Et il me semble, alors là aussi, c'est pas mon sujet de recherche, mais il me semble qu'on peut aller plus loin comme ça, en co-construisant, alors qu'une concertation, parfois on le voit bien sur il y a des concertations là qui sont organisées, par exemple sur les différents textes programmatique des politiques climatiques en France, donc la stratégie nationale bas carbone, le plan national d'adaptation au changement climatique. Et c'est des textes qui sont tout faits et on demande des avis. Et ça va beaucoup moins loin.
que de construire avec. Alors construire avec, c'est sans doute plus simple aussi à des échelles plus locales que pour des politiques nationales. Mais voilà, je pense que c'est pas qu'une question de concertation. Sur ce sujet-là, je vais dire 3 choses. En réagissant d'abord sur le local, sur la question de la consultation, concertation, la participation, peut-être l'implication citoyenne, mais en général. D'abord, le premier point, c'est que quand je fais des entretiens sur le terrain, il y a une demande déjà de ça. Donc après, est-ce que c'est plus efficace une fois que c'est fait? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une demande dans la société d'être impliqué dans le processus de décision. Je le vois à peu près sur n'importe quel sujet. C'était quasiment dans chaque entretien qu'à un moment venait la question de on nous impose les choses, on nous a pas consulté, on n'est pas forcément au courant, les choses se passent à côté de chez nous, on nous a rien demandé, etc. Après, ma question, c'est pas forcément de vérifier si c'est vrai ou pas. C'est juste intéressant de voir que c'est des narratifs qui reviennent chez les gens, c'est des discours qui sont importants, et c'est un sentiment qui est partagé que les choses nous sont imposées. C'est pas propre à la question écologique. En France, on a la sensation de manière générale que les choses nous sont imposées, quelque chose qu'on peut mesurer dans les études d'opinion. Mais ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a une demande d'être impliqué dans la fabrique de la transition écologique. Le deuxième point, c'est qu'il y a des exemples au niveau local qui montrent que quand c'est fait, ça marche. Donc les énergies renouvelables, c'est un exemple, parce que tout à l'heure, je parlais du cas de la transition hors du charbon, donc ça, c'est un premier exemple que j'ai mentionné, mais sur les énergies renouvelables, il y a des études, il y a des travaux qui démontrent que c'est quand même plus probable qu'on s'approprie un parc éolien si on est acteur et partie prenante d'un parc éolien, plutôt que si la chose nous est imposée. Moi, je l'ai vu sur le terrain, sur des exemples assez concrets, où quand j'étais dans les Vosges, à un moment, je parlais à un maire qui pourtant était de gauche, qui se considérait comme étant écolo, qui disait que c'était plutôt une municipalité de gauche, mais que un parc éolien est arrivé sans trop qu'ils sachent d'où ça vient. Bon, c'est ce qu'il a raconté. Il n'y a pas vraiment une consultation, il y a eu une consultation de base qui était légale, mais comme c'était un petit parc, c'était pas forcément obligatoire. Et le truc est arrivé, il récupérait qu'un petit pourcentage du bénéfice généré par le parc éolien, donc c'est 20% de la taxation. Enfin bref, c'est un technique, mais bref, il récupérait un petit pourcentage. Il disait bon, ça me sert pas à grand chose, on m'a pas trop demandé mon avis, donc moi je suis contre. On traverse d'est en ouest, je vais dans l'ouest de la France, où là on rencontre des personnes qui vivent à proximité du premier parc éolien participatif de France, qui est un des parcs éoliens où il n'y a pas eu de recours. Ce qui est quand même rare en France, parce qu'en France il y a quand même un côté assez systématique du recours anti-éolien. Il n'y a pas eu de recours, pourquoi? Parce que le parc il est participatif, les acteurs sont actionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécontents, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien. Et des enquêtés me racontaient que des municipalités autour, en voyant le succès de ces parcs éoliens, ont tendance à vouloir elles-mêmes développer des parcs éoliens participatif. Et il y a une étude récemment d'ailleurs de l'IFOP qui démontre que une fois que les éoliennes sont installées et en activité, les personnes à proximité des parcs éoliens et des parcs de panneaux solaires sont plus en soutien du renouvelable que ceux qui n'ont pas d'énergie renouvelable à proximité. Donc ça veut dire que le mécontentement il peut apparaître avant les parcs éoliens, notamment s'il n'y a pas de participation. Par contre, une fois qu'il est là et qu'on peut se l'approprier, les gens ont tendance à être davantage en soutien, et surtout, c'est ce que montrait bien leur étude, encore plus si c'est un parc qui est plutôt d'ordre participatif. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, sur les conventions citoyennes pour le climat, je ne suis pas expert de la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui a marché avec ce qu'on a fait en France et ce qui n'a pas marché. À mes yeux, ce qui a marché, c'est que des citoyens tirés au sort ont réussi, en étant formés aussi par des experts, à aboutir à un texte qui était relativement aligné avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Bon, il y avait forcément des mesures qui étaient imparfaites, mais les citoyens ont quand même réussi à se mettre majoritairement d'accord sur tout un ensemble de régulations, y compris des régulations contraignantes. C'est important, on parle des feux, la limitation de la vitesse sur l'autoroute, la fin des vols court courrier quand il y a des alternatives en moins de 4h30. Par contre, ça c'est ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché, c'est juste qu'on le fait et puis après on n'écoute pas les citoyens. Donc c'est vrai que si on parle... Là du coup c'est un phénomène d'implication qui s'est transformé en tentative de concertation. Mais en fait finalement on a pris certaines des mesures qu'on a adaptées dans certains textes de régulation. Mais moi je pense que si on veut faire des conventions citoyennes, ce qu'il faut faire, c'est le jour 1, on dit à la nation, il va y avoir une convention citoyenne, je ne m'en mêle plus, ce qui se passe, c'est traduit en régulation. Mais voilà, parce que ce qui va se passer, c'est que ce qui est vrai, ça c'est important à le dire, la convention citoyenne, en 6 mois, elle évolue d'une convention qui est représentative des Français qui sont vraiment tirés au sort, à des gens qui sont plus représentatifs, dans la mesure où ils ont été formés, ce qui n'est pas le cas des autres Français. Sauf que ce qui fait qu'ils sont représentatifs, c'est pas qu'à la fin, ils sont aussi formés que les citoyens, c'est qu'au début, ils sont représentatifs. Et je pense que le rôle des acteurs publics, c'est de dire, on va faire une convention, les citoyens, c'est vous, voilà, c'est la société, on en a pris 150, et ce qu'ils vont dire, ce sera mis en régulation. Et je pense que ça n'aurait pas créé de résistance massive, peut-être des gens qui n'auraient pas été très contents qu'il y ait une baisse de la vitesse sur l'autoroute, parce qu'on sait que c'est une mesure qui n'est pas très désirable, enfin pas très soutenue dans la société. Par contre, je pense que c'est pas soutenu, notamment quand ça vient des acteurs politiques. Je pense que si la Convention citoyenne l'avait adopté, et que c'était passé en texte de loi, si ça avait été le deal au jour 1, je pense qu'on aurait... C'est hypothétique, je pense qu'on aurait pu réussir. Après, il y a des collègues qui travaillent là-dessus, mais je ne suis pas expert.
je pourrais me renseigner, mais je sais que c'est quelque chose qui est prometteur, mais qui est souvent malheureusement pas très bien fait, parce que les acteurs politiques ont tendance à reprendre le sujet en main après. Merci beaucoup déjà. Et comme on est dans une école d'ingénieurs, il paraissait quand même pertinent d'évoquer le sujet du rôle des ingénieurs dans la transition, parce que ça nous parle, ça nous intéresse. Et peut-être dans les médias ou pour vous, peut-être une communication trop technique, et sinon juste plus largement, si vous avez des choses à dire au niveau de l'ingénieur pour la transition. Alors, ça va rejoindre un peu ce que vous disiez au début sur la question de la place des scientifiques dans les médias. Oui, alors, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça tout le temps. Après, on peut aussi en France financer des instituts de recherche, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de vulgarisation à faire. Je pense qu'on peut quand même arriver à dire des choses complexes sans dénaturer trop le propos là-dessus. Après, ce que je peux vous dire à vous, c'est qu'en tant qu'ingénieur, vous allez devoir chercher des stages, des métiers plus tard, et de vous poser la question, vous, de quel impact vous pouvez avoir dans un endroit ou dans un autre. Et ça c'est à vous de faire ce choix-là. Mais j'imagine que dans les choix que vous avez en tant qu'ingénieur, selon les entreprises que vous choisissez ou les institutions, voilà, vous n'aurez pas le même impact. Voilà. C'est toujours dur de devoir parler d'ingénieurs quand on n'est soi-même pas ingénieur, parce qu'on n'a pas envie de donner la leçon. Mais les ingénieurs sont des acteurs fondamentaux dans la société. Si on est capable de faire la transition écologique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui ont trouvé des solutions. Donc c'est ma manière de vous dire que c'est super ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est quand même super important. Si à un moment il faut que de manière urgente on se passe du véhicule thermique, ça va pas être un politiste comme moi qui va vous trouver la solution de comment on crée une voiture électrique. Par contre, c'est les ingénieurs qui vont réfléchir à ça. Si jamais on veut, ce qu'on a réussi à faire sur la question des énergies renouvelables, c'est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'on arrive dans les années 90-2000 en se disant il faut qu'on commence à être très alternatives. On trouve des alternatives qui sont extrêmement onéreuses et en très peu de temps, on arrive à des sources d'énergie qui sont moins chères que les énergies fossiles. Le panneau solaire, c'est une prouesse qui est assez exceptionnelle. Bon, du fait, et c'est là le lien que je faisais tout à l'heure entre ingénieurs et acteurs, on va dire, de la sphère publique, ou je parle des acteurs politiques, parce qu'il y a eu un soutien politique, mais c'est intéressant de voir que tout un ensemble de solutions dont on a besoin viennent des ingénieurs. Donc ça prouve que les ingénieurs peuvent nous apporter des solutions. Donc si je fais écho à ce que disait Célie, c'est aussi aux ingénieurs de se poser la question de est-ce qu'ils ont envie de construire, de produire des énergies renouvelables, ou de trouver la nouvelle manière dont on va produire de l'énergie, ou alors créer des autoroutes ou développer des aéroports. Mais ça pose aussi la question, donc non seulement il y a ces solutions qui sont utiles à développer, mais ensuite, et ça je suis obligé de le dire, les scientifiques nous disent, je crois, sans me tromper, que le GIEC nous explique que la grande majorité des solutions, elles existent déjà. Peut-être sur la captation carbone localisée de certaines industries qu'on ne peut pas décarboner, il faudra des solutions qui ne sont pas encore matures, mais la grande majorité des solutions, elles existent déjà. Il faut qu'on les améliore, mais sur les énergies renouvelables, on est plutôt très bon. Sur les véhicules électriques, on est plutôt moyennement bon parce que c'est quand même beaucoup trop cher. Donc là, il faut réfléchir, mais les Chinois le font très bien, malheureusement. Mais en Europe, on n'a pas encore trouvé comment on allait faire le véhicule électrique pas cher, accessible à tous. Mais donc, il y a encore des solutions qu'il faut qu'on trouve, qu'on améliore certaines solutions. Par contre, la question, et c'est pour ça que je pense que c'est absolument fondamental, c'est de reconnaître la pertinence des ingénieurs, mais d'autant plus s'ils sont en interaction avec les acteurs des sciences sociales, mais ça ne veut pas forcément dire juste des chercheurs, mais c'est que comment est-ce qu'on pense une solution technique en lien avec le social. Une chercheuse de Sciences Po, que vous connaissez très bien, Sophie Dubuisson-Kellier, elle dit souvent, et elle a raison, j'utilisais le terme acceptabilité, parce que c'est un abus de langage qui est facile dans la sphère publique, mais en réalité je l'utilise pas dans le domaine scientifique. Le problème de l'acceptabilité, c'est que finalement c'est une pensée un peu d'ingénieur. Elle a raconté ça notamment à l'ADEME, c'est vrai, on a une solution technique, et on va la lancer dans le monde social, on espère que les gens vont se l'approprier. Or, ça marche pas comme ça. Une solution, elle est développée avec les citoyens, elle répond à des besoins, elle répond à des craintes, elle doit prendre en considération le fait que les gens ne vont pas forcément se l'approprier, etc. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est pas juste les ingénieurs développent des solutions techniques et après les autres, ceux qui font, je sais pas moi, du marketing, des politiques publiques, qui travaillent dans les ONG, s'occupent du reste. C'est comment est-ce qu'on fait des synergies. Ça peut être au niveau des agences de l'État, ça peut être au niveau de l'ADEME, des ministères, des ONG. Quota Climat, très bon exemple où il y a une synergie quand même entre vrais ingénieurs et des personnes qui sont formées en sciences sociales, ou ça peut être, voilà, donc je parlais des régulateurs, etc. Et comment est-ce qu'on fait des synergies pour que les solutions techniques développées par les ingénieurs, qui sont améliorées par les ingénieurs, elles répondent à des problématiques sociales qui sont fondamentales, et elles prennent en compte les potentielles craintes, et donc l'éventuelle désirabilité qu'on peut générer autour de ces solutions. Donc je pense que travaillons ensemble, ça va être super. Carrément.
Peut-être finalement, en réfléchissant, il pourrait y avoir une sorte de déontologie des ingénieurs, un petit peu comme il y a chez les médecins. D'abord ne pas nuire. Il me semble que ça pourrait être voilà, une première réflexion. Ensuite, finalement, se demander au service de quoi, de qui, pourquoi, et quelles sont les finalités de ce qu'on développe, de ce pourquoi on travaille, et jamais une technologie pour elle-même, mais plutôt pour des questions de qualité de vie, et de qualité de vie de qui, où, comment, voilà. Il y a un chantier de transformation majeur à mener, et ça c'est assez enthousiasmant, et les ingénieurs sont des acteurs absolument clés là-dedans, mais je crois vraiment que la question, en termes plus académiques finalement, de l'interdisciplinarité, elle est importante, et c'est pas de se dire que tout seul on est capable de prendre en compte l'ensemble, mais c'est de faire des alliances et de travailler avec. C'est un petit vous finalement. Je sais pas. J'aime pas toujours les métaphores guerrières parce que voilà. Mais bon, il va y avoir des batailles quand même dans ces histoires-là. Il y a des batailles contre, et c'est souvent comme ça que c'est formalisé. Il y a des batailles pour en fait, pour l'amélioration de la qualité de vie, pour l'amélioration de la santé, et puis il y a des batailles avec. Et je pense que ce côté avec et les alliances, faut être capable de les construire justement, et quelque part que des ingénieurs s'allient avec les sciences humaines et sociales, avec les gens qui fabriquent les politiques publiques, avec les acteurs des territoires, ça va être nécessaire. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges et vos réponses. Donc on a gardé une vingtaine de minutes pour les questions du public. Si vous avez des questions. Ouais. Bonjour, merci pour votre intervention, c'était très enrichissant. Vous avez évoqué le fait de la démocratie participative, de toutes ces décisions environnementales qui doivent prendre en compte la vie des citoyens. Je voudrais prendre le contre-pied un peu de cette idée. On est dans un monde qui bascule globalement vers des autocraties. L'Inde, les États-Unis, etc. Et donc le fait dictatorial doit être pris en compte. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à embarquer tous ces régimes dans une transition écologique? Est-ce qu'ils peuvent par essence réussir? On s'interroge quand même toujours sur la Chine. Est-ce qu'elle est vraiment en train de transitionner? Est-ce qu'elle le veut? Quelle est la volonté? Et voilà, est-ce que vous pensez que l'écologie et la dictature, on peut réussir à faire avec, tout en restant tout à fait démocrate, mais non, mais ma question, c'est justement comment parler à ces régimes-là et comment essayer de les, je sais pas, de les embarquer. Je suis pas complètement sûre de complètement comprendre votre question. J'ai à un moment donné eu un tout petit peu peur que vous alliez dans la direction de une bonne dictature verte et on résout les problèmes. Non. Non, c'est pas du tout mon propos. Maintenant, la question, c'est finalement, dans un monde très fragmenté dans lequel on est, avec effectivement des pays importants, qu'est-ce que la France ou l'Europe peut faire? Il me semble quelque part que
qu'on devrait ou pourrait faire, c'est montrer qu'on peut bien vivre en la faisant, cette transition, qu'on peut améliorer la qualité de vie. Et voilà, et par ailleurs que c'est aussi dans notre intérêt bien compris. En France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, et donc on a tout intérêt à sortir de la dépendance des énergies fossiles. Il y a vraiment des questions de sécurité, d'intérêts nationaux sur ces questions-là, et peut-être c'est ce qu'on aurait de mieux à faire. Je ne vais pas répondre à la question, c'est juste un commentaire un petit peu à côté. Dans votre intervention, j'ai l'impression qu'on pourrait croire que ces États-là ne sont pas du tout impliqués, ne s'y intéressent pas. C'est pas le cas, ils étaient à la COP, ils étaient dans les salles de négociation, et ils étaient nombreux. On a pu voir la délégation de l'Arabie Saoudite où ils étaient très très nombreux, avec des personnes qui étaient formées à Harvard, puisqu'ils ont beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens brillants, voilà, pour défendre leurs intérêts, et potentiellement les intérêts, leurs intérêts, et donc les intérêts de pays qui promeuvent les énergies fossiles et ce genre de choses. Donc en fait, ils sont déjà très impliqués dans beaucoup de choses à ce niveau-là. Après, chacun va défendre son parti pris, quoi. En fait, il faut se rappeler que les acteurs, ils ont des intérêts stratégiques. Donc, on va faire de la théorie des jeux de Bâle, mais c'est qu'en fait, si les acteurs, ils ont des intérêts, alors il ne faut pas que toute notre diplomatie climatique, elle soit morale. On va juste comprendre quels sont les intérêts des autres acteurs. Et je pense c'est terrible à dire, mais il faut en partie espérer la démocratisation du monde, mais il ne faut pas considérer qu'on ne pourra faire d'écologie qu'avec les démocraties, dans la mesure où la démocratie est malheureusement de souffrance dans le monde entier. On se rend bien compte qu'il va falloir qu'on travaille avec tous les pays du monde entier. Et il y a beaucoup de pays qui sont des pays, on va dire des régimes hybrides, voire antidémocratiques, qui pourraient avoir un intérêt à la transition écologique. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit accepter leur violation des droits humains ou le fait que les citoyens n'ont pas forcément le droit de vote. On n'a pas forcément besoin de s'accorder là-dessus pour considérer qu'il faut quand même faire la transition écologique. Et après, je suis assez d'accord. Si jamais l'Europe montre qu'il y a tout un intérêt, le mode de vie européen reste un mode de vie qui est valorisé dans le monde entier. Si jamais on est capable de montrer qu'en fait on invente la société de demain où les gens respirent de l'air de meilleure qualité, mangent mieux, vivent mieux, sont plus heureux, etc. On produit au niveau local, au niveau européen. Je pense qu'on peut imaginer un monde dans lequel ça devient désirable. Et d'ailleurs, pourquoi la Chine le fait ? La Chine ne fait pas la transition écologique par pure bonté d'âme. Elle le fait juste parce qu'elle considère que c'est dans son intérêt personnel de faire la transition, c'est-à-dire basculer vers des modes déjà qui vont être moins polluants pour le coup, parce que les gens étouffent dans certaines métropoles, et aussi parce qu'elle a vu l'opportunité d'aller conquérir de nouveaux marchés qui sont les marchés du futur, quoi qu'en pense une bonne partie de la classe politique européenne, c'est les marchés du futur. Et du coup, je pense que le cas de la Chine, il ne faut pas l'idéaliser, parce qu'on a tendance à regarder la répartition en pourcentage de différentes sources d'énergie, mais on ne regarde pas le fait qu'ils ont tendance surtout à accumuler les sources d'énergie. En fait, ils créent ils développent beaucoup de renouvelables, en grande partie juste pour avoir plus d'énergie. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce pays-là le fait par intérêt stratégique. Et nous, en tant qu'Européens, on peut se dire, ok, si ce pays-là agit, alors nous, ça nous amène à agir plus vigoureusement. Donc ça veut dire que ça transforme l'économie mondiale. Donc ça veut dire que tous les pays auront un intérêt à agir. Donc, en fait, je pense que si on crée cette transformation de l'économie, c'est ce qui s'est passé avec le véhicule thermique. C'est que les gens ont adopté le véhicule thermique dans tout un ensemble de sociétés, mais du coup c'était devenu désirable pour beaucoup d'économies de produire du véhicule thermique. Et du coup c'était pareil, les énergies fossiles c'est pareil, on a donné des débouchés à l'énergie fossile, donnons des débouchés à d'autres types de technologies, et moi je pense qu'on peut embarquer des pays qui auront un intérêt stratégique. Après on ne pourra pas embarquer forcément tous les pays. Les acteurs pétroliers, ils ont quand même majoritairement à perdre avec la transition. Ça c'est aussi un sujet, je travaille pas sur la relation internationale, mais ça c'est un sujet qui est aussi important de réflexion, c'est qu'il y a des acteurs dont on sait qu'ils vont perdre dans la transition, des acteurs nationaux. Et ça, c'est une réflexion, je ne sais pas comment on les inclut dans la discussion, mais ça c'est compliqué. Bonsoir, merci pour votre table ronde. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les solutions étaient souvent techniques, et il me semble qu'il y a un certain nombre de secteurs où on a vu que les alternatives techniques n'existaient pas vraiment, où c'était surtout une question de diminution de la consommation, etc. Je pense à l'aviation.
Et du coup, est-ce que vous avez travaillé sur la question de l'acceptabilité de politiques vraiment contraignantes pour lesquelles il y aurait pas d'alternative technique? Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, il y a des secteurs où on maintient l'idée qu'on pourra les décarboner alors qu'il est probable qu'on n'arrive pas à les décarboner, notamment avec la hausse de la demande. Et c'est aussi une manière de revenir sur la question des ingénieurs, c'est qu'il y a aussi parfois la promesse de on va trouver des solutions à tout. C'est encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je crois bien, après avoir lu des études, c'est quand même très incertain qu'on réussisse à trouver une réponse, notamment dans les 20-30 prochaines années, à la question de l'aérien. Donc c'est aussi une question de pas être aveuglé par la technologie pour la technologie. Il est probable qu'on réussisse pas à remplacer le carburant, le kérosène. Et moi, typiquement, j'ai mené une étude sur cette question-là, d'interdire les vols court courriers. Déjà, interdire les vols court courriers, c'est une politique qui est plutôt désirable dans la société. C'est quelque chose qu'on nous a enlevé après la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, on l'a fait pour 2 heures et demie en ayant tellement d'exceptions qu'en réalité, elle n'existe pas, cette régulation. Déjà, dire que les gens, sur certaines pratiques certaines pratiques de ce type-là, les gens sont plutôt favorables à l'action. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire avec 2 collègues, c'était de montrer, ok, est-ce que ces pratiques-là, au lieu de créer du soutien en donnant de l'argent aux gens, ou en ne la faisant pas, est-ce qu'on peut la créer d'une autre manière? Et nous, on a testé le cas de l'exemplarité des élites. Donc on a testé, avec un grand panel de répondants, est-ce que si jamais on dit aux gens, vous voulez interdire les vols court courriers, vous êtes pour ou contre? On a fait la même question avec baisser la vitesse sur l'autoroute, qui est une régulation comportementale. Donc c'est pas une régulation financière. On ne dit pas aux gens, on va vous taxer, est-ce que vous êtes d'accord? Là, on est souvent certain que les gens sont probablement pas d'accord d'être taxés, notamment sur des sommes trop importantes. Là, on a dit, on baisse la vitesse sur l'autoroute, voilà, régulation comportementale, et on interdit les vols court courriers. Et là, on se rend compte que pour la vitesse sur l'autoroute, c'est 50-50 l'opposition, et pour les court courriers, ça dépendait des différents panels qu'on a menés, mais ça peut être 70-30, quelque chose comme ça. Et après, on a dit dans une autre partie des répondants, et si au même moment, on fait la même chose, on ne change pas la régulation, on va quand même vous embêter et vous empêcher de faire ça, mais au même moment, on va interdire les jets privés, on va demander au ministre de voyager en train au lieu de voyager en avion. Bon, c'est un peu démago, hein, on est d'accord, mais on le fait quand même. Et ce qui nous intéressait, c'est de se dire, ok, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est pas qu'on va changer le mode de vie des gens, on va quand même qu'on va abaisser les contraintes sur les gens, on va quand même les contraindre. Par contre, on va au même moment envoyer un message. Donc signaler, c'est un peu une question du symbole, hein, mais signaler que en fait tout le monde va faire des efforts, y compris les élites économiques et politiques. Et là, on s'est rendu compte que ça a fait massivement augmenter le soutien à l'action écologique. Et donc c'est peut-être une réponse de dire ce qui est intéressant avec ce type d'études qu'on a mené, qui va bientôt sortir dans une revue américaine dans quelques semaines, mois, c'est de montrer que c'est comme ça que je comprends, moi, il y a un réservoir de soutien qui existe, mais qui n'est pas encore activé. Donc il y a des gens déjà qui sont déjà en soutien. Il y a plein de gens dans la société qui pensent qu'il faut qu'on supprime les vols court courrier. Et je pense que du coup cette étude, on aurait pu la mener avec des vols moyens courrier ou long courrier, en disant par exemple on aurait pu tester avec un quota. Je pense que du coup le soutien aurait été plus faible, mais il y aurait quand même eu une augmentation du soutien. Du coup ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre quoi qu'il arrive, et il y a plein de gens qui sont potentiellement actionnables si on va chercher peut-être la question de l'action collective, de dire bon, voyez, on va tous agir collectivement. Et donc ça me permet du coup de faire l'écho à des débats qu'on a eu sur le jet privé. Il faut répondre aux gens qui disent le jet privé c'est pas grand chose finalement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ou mais finalement le fait que Gabriel Attal aille ouvrir une école en Bretagne en jet privé, ou que François Bayrou aille à Pau pour un conseil municipal, c'est pas grand chose. Mais en fait c'est beaucoup, parce que les gens ils raisonnent pas forcément, ils calculent pas les gens qu'est-ce qui émet combien de tonnes de CO2, ils se disent juste est-ce que moi je fais partie d'action, est-ce que la société elle agit collectivement, ou alors est-ce que c'est que moi qui agis. Donc voilà, c'est peut-être une réponse de dire qu'il y a des gens qui pourraient être en soutien si jamais on faisait une action partagée. Moi, je voulais juste dissiper peut-être un message qu'on aurait mal fait passer sur la question des solutions et du fait qu'elles soient technologiques. Non. Déjà, il n'y a pas un truc avec une dichotomie. Il y a un truc qui est des technologies et puis le reste, où je ne sais pas trop ce que ce serait d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça, et par ailleurs dans ce qui a été regardé, bon alors à l'échelle mondiale, donc faut après revenir pour la France par exemple, mais dans la dernière évaluation de l'état des connaissances du GIEC, les potentiels d'action qui portent sur les demandes, donc les demandes d'énergie, de biens, de matériaux, de terres, etc., c'est un potentiel à l'horizon 2050 de réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est massif.
Par contre, il ne faut pas voir ça comme uniquement des actions, des choix individuels du consommateur en bout de chaîne, mais c'est bien des choses qui sont aussi des transformations des infrastructures collectives, des actions d'urbanisme, des actions aussi de transformation des pratiques et des normes, donc c'est pas que la responsabilité en bout de chaîne du consommateur. Et donc pour être concret, si on regarde les transports, on a peut-être beaucoup parlé du véhicule électrique. Il y a toutes les questions déjà de maîtrise de la demande. Hein. Les distances parcourues, elles continuent à augmenter, y compris en France. Donc il y a là des vraies questions qui sont aussi des questions pour des ingénieurs, d'urbanisme, comment on fait pour que voilà. Et par ailleurs, il y a toute la question des modes de transport avec les transports en commun, mais aussi les mobilités actives, avec derrière des questions d'infrastructure, etc. Donc c'est juste... et un autre très grand levier sur un domaine qui concerne peut-être un petit peu moins l'école des ponts, mais sur l'alimentation, on sait qu'il y a un levier majeur en réduisant les denrées d'origine animale, et en particulier la viande rouge. Hein. Voilà. Bon, donc juste pour remettre les choses au clair. Merci beaucoup pour vos interventions. Et du coup, au fil de la table ronde, on a beaucoup parlé de la COP 30, qui était un peu la COP de la désinformation, avec l'Arabie Saoudite, par exemple, qui nie un peu les rapports du GIEC. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que le GIEC, qui, à la fin de ses rapports, doit écrire des résumés à l'attention des décideurs, il arrive vraiment à avoir un impact sur les politiques qui vont être prises au vu de nations qui sont un peu contre la transition écologique? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, ce n'est pas mon expertise. Et je peux vous raconter comment ça se passe, l'écriture des résumés à l'intention des décideurs. D'abord, entre auteurs, parce qu'on fait une première version qui alimente le début des négociations. Ce résumé, c'est une 50aine de pages qui est d'abord écrite par un sous-groupe des auteurs sur la base de l'intégralité du rapport. Donc il y a des choix qui sont faits, il y a des choses qui ne sont pas reflétées dans ce résumé à l'intention des décideurs. Et après, il y a une semaine où on négocie avec les États. Et là, le rôle des auteurs du GIEC, c'est donc on garde la plume et on garantit que les phrases qui sont écrites reflètent ce qu'il y a dans le rapport. On garantit qu'on n'est pas en train d'écrire un truc qui ne serait pas baqué par ce qu'il y a dans le rapport. Par contre, effectivement, il y a un travail par les délégations pour reformuler, et des délégations comme les pays producteurs de pétrole cherchent à enlever certaines phrases ou à amoindrir les messages, souvent en fait en rallongeant les phrases, en rajoutant des espèces d'adjectifs qui minimisent les choses, ou en disant ah oui mais ça dépend des conditions, machin, etc. Enfin, bon. Donc voilà ce qui se passe. Après, qu'est-ce que ça produit sur les politiques publiques ou sur c'est plus mon expertise. Et donc il y a des gens qui observent ces choses-là, mais moi je ne peux pas vous répondre.
Merci beaucoup pour ces échanges. Moi, j'ai une question. Donc, vous avez dit que les solutions techniques, par exemple, comme un parc éolien, il est beaucoup plus accepté si les gens ils en ont parlé avant, qu'il y a eu une enquête sur le terrain avec les locaux, par exemple. Et du coup, dans un contexte où il y a des lois récemment qui ont été votées pour simplifier et accélérer les processus de participation, donc par exemple le processus d'enquête publique ou de débat public. Est-ce que vous avez un avis sur est-ce que ces lois elles vont justement accélérer puisqu'on est dans l'urgence et donc elles vont être bénéfiques à la transition, ou est-ce qu'au contraire elles ralentissent les processus puisque les gens sont moins concertés, et est-ce que vous auriez des pistes d'amélioration pour faire participer la population plus activement à ces questions? Pas facile comme question. Alors, je ne suis pas un expert de qu'est-ce que ces régulations vont produire exactement en termes de simplification. Par contre, ça me permet quand même d'évoquer un point du coup de cette question-là, c'est que de manière générale, c'est pas parce qu'on simplifie le processus de décision sur les énergies renouvelables qu'il y aura plus ou moins de participation. Ce que j'ai vu beaucoup sur le terrain, et c'est assez connu dans la sphère des énergies renouvelables, j'en parlais d'ailleurs récemment avec un promoteur de projets d'énergie renouvelable, c'est qu'il suffit parfois de 2, 3, 4 personnes dans un village où il y a 800 personnes pour qu'un projet soit bloqué pendant un moment. Il suffit de faire un recours judiciaire, ça prend toujours 10 plombes. Et ça, c'est quand même important à avoir en tête parce que la démocratie, c'est d'inclure tous les citoyens, mais c'est pas non plus la tyrannie de l'ultra-minorité sur la majorité, donc il faut trouver un équilibre sur ces questions-là. Et au niveau local, moi j'ai rencontré des maires qui voulaient faire un projet d'énergie renouvelable, qui me disaient qu'il y avait une pétition de 8 personnes dans leur village qui circulait, mais bon, les gens votaient pas parce que les gens n'étaient pas particulièrement contre le projet d'énergie renouvelable parce qu'il était bien mené, et la pétition circulait, qu'ils essayaient d'aller bloquer en faisant un recours au tribunal du coin. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous interroger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette loi. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dans la loi exactement. Mais c'est ça qui a aussi amené ce type de loi à arriver. C'est qu'en France, je crois que la moyenne entre le moment où on se met d'accord sur un projet et le moment où il arrive, c'est 3 ans, ça 5 ans? C'est quelque chose comme 5 ans, et ce qui est 2 à 3 fois plus que chez nos voisins. Donc, or, on n'est pas non plus le pays où il y a le plus de projets participatifs. D'ailleurs, en réalité, en France, on est plutôt en retard sur cette question-là. Il y a des pays qui ont beaucoup plus avancé sur cette question-là. Les pays du Nord, pays en Allemagne, typiquement, il y a beaucoup plus de parcs participatifs, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de parcs éoliens. Donc en fait, c'est que je pense qu'il faut penser ces lois, il faudra regarder le détail, mais il faut penser la question de la participation, pas de manière dogmatique sur est-ce qu'on va vite ou est-ce qu'on expédie ou pas, c'est comment juste on va faire le processus au niveau local. Est-ce que tout le monde aura sa voix au chapitre? Est-ce que les préoccupations locales, elles peuvent quand même être entendues? Si par exemple il y a une personne qui est particulièrement dérangée par tel ou tel mât éolien, est-ce qu'on peut les placer? Il peut y avoir des discussions au niveau local, on peut adapter un projet. Est-ce qu'on va offrir aux citoyens la possibilité d'être partie prenante? Ça, c'est quand même une vraie question. Parce qu'il y a plein de parcs où les gens n'ont pas la possibilité d'être partie prenante. Est-ce qu'on va leur offrir la possibilité? Ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement fondamental et ce qui ne se voit pas beaucoup dans beaucoup de territoires en France. Et quels bénéfices ils peuvent en tirer? On peut imaginer des systèmes de parcs d'énergie renouvelable qui ne sont pas nécessairement participatifs dans la mesure où c'est pas quelque chose de communautaire où tout le monde est actionnaire et puis ça fait que c'est une entreprise collective. Ça peut être un parc qui est mis en place par la région, par l'État, par la communauté de communes, etc., où on promet aux personnes qui décident de faire partie de l'association, ils ont fait ça en Espagne, d'avoir des réductions de factures. En Espagne, c'est très intéressant, ils ont fait ça, il y a un article dans le Guardian, si on intéresse le lire à ce sujet-là, et cette étude, enfin cet article, il montre qu'en Espagne, ils ont mis en place tout un ensemble de parcs éoliens et solaires, soit directement participatifs, soit pilotés par la puissance publique, mais avec des personnes qui pouvaient faire partie de l'association, enfin la structure, et qui allaient avoir des factures baissées. Donc du coup, on se trouve avec des citoyens de classe populaire, de classe moyenne inférieure, qui sont partie prenante de l'écologie, parce qu'en fait, elles en tirent un bénéfice. Et donc je pense que sur ces questions-là, qui sont très importantes en termes de démocratie participative, il faut quand même toujours poser la question de comment on inclut les gens, on distribue les bénéfices, et pour autant, on ne fait pas traîner des projets pendant 5 ans, alors qu'on est dans une situation d'urgence assez absolue sur la question du changement climatique. Et je pense qu'il est possible de faire les trois. On peut aller vite tout en incluant les gens, et on peut faire comme en France, aller lentement tout en les incluant pas toujours. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut décorréler en partie. Bonsoir, merci pour cette table ronde. Moi j'avais une question à propos de la notion de décroissance et de la transition, surtout plutôt pour vous, Madame Guivarch, qui est économiste. Je voulais savoir déjà votre position sur la question. Est-ce que vous pensez que la transition elle est possible uniquement avec des croissances ou avec la croissance verte? Et aussi, quels seraient les leviers et de quelle manière on pourrait travailler plus amplement à un modèle économique de décroissance? Est-ce qu'il existe aujourd'hui ou voilà? C'est une excellente question. Il me semble qu'il faut d'abord revenir sur la décroissance de quoi.
j'imagine que vous parlez du PIB et qu'il faut commencer par se dire que c'est un très mauvais indicateur de la qualité de vie. Ça ne prend pas en compte les inégalités, ça ne prend pas en compte l'état de santé, ça ne prend pas en compte l'environnement. Donc chercher à tout prix à vouloir faire augmenter ce truc-là, ça n'a pas de sens, ou plus de sens en tout cas, dans des pays comme la France. Et chercher à tout prix à le faire baisser, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire décroître? Parce qu'il y a bien des choses qu'on veut faire décroître, les émissions de gaz à effet de serre, les pressions environnementales, peut-être les inégalités. Voilà. Dans les transitions, il y a certainement des activités spécifiques qui doivent décroître, d'autres qui augmentent. Et la question, c'est finalement, à l'échelle de territoire ou à l'échelle d'un pays tout entier, comment on organise ça et comment on organise aussi ce qui décroît et les perdants dont on parlait. Il me semble que c'est plutôt ça, les questions de politique publique qui se posent, plutôt que de toute façon on n'a pas un bouton avec le PIB à faire croître ou décroître. Et c'est vraiment cette question-là, et c'est quelle politique publique pour quels objectifs qui se posent, il me semble. Je dirais juste sur un point qui est que ce qui est compliqué, la question de la décroissance, c'est la place qu'elle a prise dans le débat public. Souvent, elle empêche la nuance. Et malheureusement, c'est des discours qui rentrent dans la tête des citoyens. L'idée de la décroissance, c'est la fin de la société, on n'aura plus accès à rien, on pourra plus se chauffer, on va plus avoir d'emploi, etc. C'est probablement pas forcément correct. Mais ce qui est compliqué avec la question de la décroissance, c'est que je pense qu'elle ne fait pas un programme politique, parce qu'en tout cas, ça ne fera pas écho aux préoccupations des citoyens, qui pour beaucoup sont des citoyens qui sont contraints dans leur pouvoir d'achat, qui sont contraints tout un ensemble de consommation, des consommations d'ailleurs qui pourraient potentiellement réduire un certain type de consommation. Mais je pense qu'il faut faire très attention avec la notion de décroissance. Là, je le dis d'un point de vue de politiste qui rencontre beaucoup de citoyens, parce que je pense que c'est devenu un totem qui est facilement utilisable par les acteurs du backlash, en disant regardez les écolos sont décroissantistes, tout en empêchant la nuance dont on vient, qui justement on vient de discuter. La question de décroissance, à mes yeux, elle pose juste un problème qui est que les citoyens n'entendent pas forcément par décroissance ce que les intellectuels de la décroissance cherchent à conceptualiser. Et je pense que quand on est un scientifique, il faut non seulement se poser la question du concept, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'est la décroissance, et comment ce concept il va être reçu par le monde social. Et malheureusement, pour l'instant, il est mal reçu. Or, on sait très bien d'ailleurs que si jamais demain, ma voiture produite en Chine, je la transforme par une Renault 5 produite à Douai, ça peut créer de la croissance. Pareil, si je mets des pompes à chaleur, ça peut créer de la croissance, ça peut créer de l'emploi, on peut imaginer. Donc je pense que les citoyens ont parfois cette sensation que on ne parle pas forcément de leur mode de vie. Donc moi, je dirais juste, mon point de vue, c'est faire attention à l'utilisation de ce concept. Dans un cadre académique, pourquoi pas. Moi, je dirais dans le débat public avec les citoyens, je trouve que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à être contre-productif. Voilà. Est-ce qu'on clôt? Si ça va à tout le monde. Eh ben, très bien, merci beaucoup d'être venu.